La radio nationale du Mali, il est 13h à Bamako, la même heure à Kokofata dans la région de Kita. Le journal Bourama Traoré. Les titres. Une nouvelle usine d'égrenage de coton à Kita. La première pierre de l'infrastructure sera posée demain dimanche par le président de la transition. Sa réalisation devra permettre de doubler la capacité d'égrenage de la filiale ouest de la CMDT de 45 000 à 90 000 tonnes de coton graine. C'est une nouvelle qui ne réjouit pas certainement les bandits des grands chemins. Le quartier de Ntabakoro a un nouveau commissariat de police. L'infrastructure a été inaugurée hier par le ministre en charge de la sécurité. L'ONU accède à la demande de la RDC pour le transport du matériel électoral. Les Congolais votent au mercredi pour les élections présidentielles, législatives et locales. La justice ivoirienne suspend le congrès du PDCI. Il devrait se tenir ce samedi pour désigner le successeur de l'ex-président Ari Kona Bédié, décédé le 1er août 2023. Dans le viseur de notre chroniqueur culturel, les acteurs du secteur, ils figurent désormais en bonne place dans les programmes de développement économique et social des collectivités. Les détails en fin d'édition. Sport football, la 9e journée du championnat national de Ligue 1 débute ce samedi. CAN Côte d'Ivoire 2023, la CAF annonce la date limite de la soumission des listes des différentes sélections. C'est tout pour les titres. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette deuxième édition de Mali Actualité. La capitale de l'arachide sera celle du coton ce dimanche, le temps d'un événement d'une portée nationale, celui de la pose de la première pierre de la nouvelle usine d'égrenage de coton par le président de la transition. L'infrastructure doit permettre de doubler la capacité d'égrenage de la filiale ouest de la CMDT de 45 000 à 90 000 tonnes de coton graine. À quelques heures de cet événement, le mot le mieux partagé à Kita, c'est celui de la mobilisation. L'ambiance d'avant-événement que nous décrit notre correspondant sur place, Mahamadi Alioubari. Cette nouvelle d'avoir dans leur localité une usine d'égrenage neuve comble de joie les populations de Banyagadougou, notamment de Kokofata, Tambaga et Bougaribaya, qui s'apprêtent à réserver un accueil triomphal aux autorités du pays pour la pose de la première pierre ce dimanche 17 décembre de leur usine d'égrenage. Kosamadi Dambélé, chef de village de Kokofata. Je lance un appel solennel et vibrant à l'endroit de toute ma communauté de Banyagadougou et d'ailleurs de sortir massivement pour réserver un accueil chaleureux à notre président. Kanjafin Dansira, présidente des femmes de Kokofata. C'est un grand plaisir et j'invite toutes les femmes de Banyagadougou et d'ailleurs pour montrer aux autorités que Kokofata mérite cette usine. Modibo Kamara, président de la Fédération de cotonculteurs de la région de Kita. Cette usine est une prouesse pour Kokofata et pour Kita. Elle aura un impact incommensurable pour la promotion du coton. Faboukari Dambélé, maire de Kokofata. C'est un sentiment de joie et de fierté. Nous lançons un appel à toute la population du Mali, principalement à la région de Kita, de venir massivement pour recevoir le président de la République, chef de la transition, le colonel Assimi Goïta. L'objectif principal d'abord, c'est rapprocher l'usine des producteurs. Mais au-delà de ça, ça va un peu jouer sur le chômage des enfants. Parce que l'usine va créer beaucoup d'emplois. Les travaux sur le site qui abritera l'usine d'égrenage de coton de Kokofata sont perçus par les visiteurs du jour comme un pari gagné par les autorités de la transition. Brema Dao, chef de division industrielle CMDT Kita. On est à l'œuvre, nous avons espoir. D'ici le jour J, nous serons prêts, Inch'Allah. Le président il recevra un accueil digne de son rang. Boubacar Soumaré, administrateur général de la filiale Ouest CMDT Kita. Le site d'accueil, c'est à peu près presque fini. Le site même, c'est 50 hectares. Mais déblé, déjà, c'est 20. Mais là où on va abriter l'événement, c'est autour de 5 hectares. Daouda Maïga, gouverneur de la région de Kita. Nous avons constaté que les travaux avancent très bien de préparation du site. Également, nous avons pu contacter tous les acteurs liés à la mobilisation, à l'organisation, les autorités coutumières, la mairie, etc. Diko Bassadjane, chef de cabinet au ministère de l'Agriculture. Tout ce que j'ai vu me réconforte et me rassure qu'au jour J, tout sera au top. Nous avons vu la piste qui va accueillir l'avion, nous avons vu les chapiteaux en montage, nous avons vu que la protection civile, les forces armées, tout le monde est à l'œuvre. Donc ce qui se voit
est rassurant. Pour cette deuxième usine de grainage de coton à Kokofata, plus de 3000 emplois seront créés. La capacité de production atteindra les 45 000 tonnes en 5 mois. Kita, Mohamedi Aliou Bari, Nuhun Kamara, Mohamed Fabrice Kambo pour l'ORTM. Oui, le chef de l'État lancera donc demain dimanche les travaux de construction de la nouvelle usine d'égrenage de la filiale ouest de la CMDT à Kita. Ces travaux seront lancés au moment où d'autres s'exécutent à bon rythme. Il s'agit des chantiers de la route Kaï-Sandaré, du lycée public de Kaindi et du stade Abdoulaye Makoro Sissoko. Le gouverneur de région, colonel-major Moussa Soumaré, en a fait le constat au cours d'une visite sur les pas du gouverneur Kabadjara de notre bureau régional à Kaïa. En compagnie d'une délégation composée des autorités administratives et politiques, le chef de l'exécutif régional a d'abord marqué un point d'arrêt au PK 124+400 où il a constaté le début des travaux de revêtement du tronçon Kaï-Sandaré long de 140 km. Avant de se rendre vers le PK 112+500, le PK 108+300 afin de s'imprégner des travaux d'application du bébé et des travaux d'exécution de la couche de fondation améliorée au ciment. Il n'a pas manqué de visiter la base vie de Covec, laboratoire central d'arrobage, station de concassage. Mahamadou Sissoko, chef de mission par intérim du projet de réhabilitation de la route Kaï-Sandaré. Aujourd'hui, on est à un délai consommé de l'ordre de 30% pour un taux d'avancement des travaux de l'ordre de 17%. Et nous exhorte à redoubler d'efforts pour finir le produit dans les délais requis. Colonel-major Moussa Soumaré, gouverneur de la région de Kaï. La route Kaï-Sandaré, nous avons vu que ça évolue bien. Certes, il y a un léger retard par rapport au délai consommé. Nous avons constaté que le taux de réalisation est un peu en deçà de nos attentes. Mais nous espérons que plus les travaux avancent, plus le rythme va s'accélérer. Après cette visite de chantier des tronçons Kaï-Sandaré, le chef de l'exécutif régional s'est rendu sur les chantiers du lycée public de Kaindi et du stade Abdoulaye Makoro Sissoko. Colonel-major Moussa Soumaré, gouverneur de la région de Kaï. Au niveau du lycée, nous avons été agréablement surpris par la qualité et aussi le niveau d'avancement des travaux. Pour le stade, c'est également le même constat. Les travaux sont vraiment satisfaisants. Globalement, les qualités des travaux nous rassurent. Rappelons que ces chantiers qui viennent d'être visités par le gouverneur de la région ont été lancés le 23 juillet 2023 par le président de la transition, chef de l'État, colonel Assimi Goïta, lors de son passage dans la cité des Rails. Kaï, Kabadjara, Lassana Keïta pour l'ORTM. De la cité des Rails, mettons le cap sur la Venise malienne pour parler d'une autre priorité des autorités de la transition, celle de la réussite de la mise en œuvre des réformes politiques et institutionnelles, avec déjà un pas franchi, celui de l'adoption de la 4e République du Mali, sur laquelle d'ailleurs le département en charge de ces réformes lance une série d'ateliers d'appropriation du nouveau texte. L'étape de Mopti vient de s'achever sur une note d'espoir, selon notre correspondant sur place, Oumar Maïga. C'est sous des ovations bien nourries et des notes d'espoir que les travaux de l'atelier sur la 4e République se sont bouclés dans la Venise malienne. Fatoumata Sekou Diko, ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé des réformes politiques et institutionnelles. Je ne doute pas que les uns et les autres ressortent de cet atelier suffisamment édifiés sur leur rôle et responsabilité dans le processus de co-construction de notre Mali Koura. Je vous engage à intégrer la vision des plus hautes autorités de la transition, notamment dans leur choix stratégique de partenariat, dans le respect de la souveraineté et dans l'intérêt exclusif du peuple malien. Vos idées et actions doivent œuvrer pour le développement et la défense du Mali en toutes circonstances. Après 2 jours de réflexion, d'échanges et de débats passionnants, les acteurs sociopolitiques et institutionnels de la région de Mopti et les éminents panélistes nationaux ont posé un diagnostic sans complaisance des 5 sous-thèmes, entre autres, le Malien au cœur de la 4e République, la gouvernance, la lutte contre la corruption, la défense nationale. Colonel-major Abbas Dambélé, gouverneur de Mopti. L'audience que vous constituez, les bons élèves que vous avez été, ont affiché une attention requise de citoyens soucieux de la stabilité, de la cohésion sociale, du développement socio-économique et culturel de leur pays. Les discussions ont été très interactives et se sont terminées sur un consensus pour une meilleure gouvernance, pour une lutte implacable contre la corruption et pour une défense intégrale de la mère patrie. Cheikh Nenyang, secrétaire général du Conseil régional de la société civile de Mopti. La 4e République nous a donné des institutions adaptées aux réalités du Mali et nous remercions le gouvernement de transition pour cet effort. Je demande à tous les participants de faire une restitution à la base
afin qu'on ait une masse critique de Maliens informés, suffisamment informés sur les enjeux de la démocratie. La région de Mopti est le top départ d'un long processus. Professeur Ibrahim Ibandiaï, panéliste. Le terrain est bien balisé pour une coopération de qualité à court, moyen et long terme. S'assurer que les représentants sont associés aux actions futures, que tout le monde demeure mobilisé. Et ça promet aussi le succès. À l'unisson, les acteurs sociopolitiques et institutionnels de Mopti ont sonné la mobilisation pour l'atteinte des objectifs. Mopti, Oumar Meiga et Suleiman Tepsigé pour l'ORTM. Sur la scène internationale, en Côte d'Ivoire, la justice suspend le congrès du parti d'opposition PDCI. Il devrait se dérouler ce samedi, mais finalement suspendu par une ordonnance à référé du tribunal de grande instance d'Abidjan. Les militants à l'origine du recours en justice jugent l'organisation du congrès opaque et estiment que le secrétaire exécutif du parti, Maurice Kako-Gegagoué, a été injustement écarté de la course à la présidence du parti, alors qu'il remplissait les critères de candidature, affirme-t-il. Le congrès devrait donc désigner le successeur de l'ex-président Ari Kona Bédié, décédé le 1er octobre 2023. À Madagascar, le président André Rajoelina a été investi ce matin pour un second mandat. La cérémonie d'investiture a eu lieu dans un stade de la capitale et a réuni environ 50 000 personnes. Devant Dieu, le pays et le peuple, j'ai fait le serment de réaliser suivant les normes en vigueur et dans l'intégrité les nobles fonctions et la haute responsabilité du président de la République, a déclaré le président Rajoelina. Le Gabon reste suspendu jusqu'à nouvel ordre des activités de la communauté économique des États de l'Afrique centrale. Ainsi en ont décidé les chefs d'État de cette institution d'intégration régionale à l'issue de leur sommet tenu hier à Djibolo en Guinée équatoriale. En revanche, ils ont décidé de suspendre la délocalisation du siège de la CACE de Libreville vers Malabo suite au climat de paix qui règne au Gabon et le caractère inclusif de la transition. Le président centrafricain Faustin Archange Touadéra reste facilitateur de la situation gabonaise. En RDC, l'ONU accède à la demande du gouvernement pour le transport du matériel électoral. Le pays va donc bénéficier de l'aide de la MONUSCO pour les élections présidentielles, législatives et locales prévues le mercredi prochain. Pour les membres du Conseil de sécurité, il est primordial que la communauté internationale continue d'accompagner la République démocratique du Congo dans l'organisation des élections. Enfin, l'Organisation mondiale de la santé s'inquiète des risques de propagation de l'épidémie de Mpox, longtemps appelée variole du singe, une épidémie qui s'étend rapidement en République démocratique du Congo. L'OMS indique avoir signalé cette année plus de 13 000 cas suspects et plus de 600 décès. L'organisation onusienne craint surtout une transmission internationale. Tour au Mali pour parler de la sécurité. Les quartiers d'Ntabakoro dans la commune rurale de Kalabankoro disposent depuis hier d'un nouveau commissariat de police. L'infrastructure réalisée sur budget national répond à une préoccupation essentielle des habitants de la localité qui peuvent désormais dormir en toute tranquillité. Et c'est le ministre en charge de la sécurité qui a coupé le ruban symbolique du nouveau commissariat sous l'œil vigilant de notre reporter Abdul Karim Kaba. L'inauguration du commissariat de police d'Ntabakoro s'inscrit dans la dynamique enclenchée par les autorités de la transition et la sécurité figure en bonne place dans cette stratégie. Le nouveau commissariat de police vient ainsi renforcer la carte sécuritaire dans la zone. Général de brigade Daoud Ali Mohamedine, ministre de la Sécurité et de la Protection civile. La création et l'opérationnalisation de cette nouvelle unité de police en si peu de temps est un témoignage éloquent de la détermination des plus hautes autorités de la transition sous la bienveillante impulsion de son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État et chef suprême des armées, à mettre le citoyen et sa protection au-dessus de tout. C'était pour nous un devoir et une urgence afin de mettre la population dans son droit, celui d'être sécurisée. À partir de cet instant, il serait inadmissible que la criminalité continue à couper le sommeil aux paisibles habitants des quartiers et localités relevant du ressort de ce commissariat. Le nouveau bâtiment a été entièrement construit sur budget national. Les occupants du nouveau commissariat sont invités à être des professionnels à tout point de vue et de rester constamment à l'écoute de la population pour prendre en charge ses légitimes préoccupations. Commissaire général de brigade, Souleymane Traoré, directeur général de la police nationale. C'est pourquoi je demande aux cadres et au personnel de ce commissariat un engagement exemplaire dans la lutte contre la délinquance et la criminalité. Je le répète, ici comme ailleurs, il n'existe qu'une violence légale, celle de l'État. Toute autre est illégitime et doit être sévèrement réprimée
et les auteurs déférés devant les tribunaux. Une visite des locaux et une remise de 2 véhicules ont été les temps forts de cette inauguration du commissariat de police de Ntabakoro. Ici à Ntabakoro, on se réjouit de la sécurité retrouvée. À Kenyeba, dans la région de Kai, on a également le sourire large. Pour cause, le centre de formation professionnelle de Tamaoura ouvrira bientôt ses portes après plusieurs années de fermeture. C'est là au grand bonheur des élèves de la localité. Le ministère en charge de la promotion de la formation professionnelle et la société minière Bitugol ont signé un partenariat dans ce sens. Kassim Diallo nous en parle. Les partenariats entre le Mali et la société minière Bitgold portent fruit. Le centre de formation professionnelle de Tambaoura de Kenyeba, fermé depuis 2019, sera de nouveau opérationnel, d'où cette signature de convention de partenariat entre la société Bitgold à travers le projet FEMA et le ministère de l'Entrepreneuriat national, de l'emploi et de la formation professionnelle. La réouverture de ce centre va contribuer au renforcement des capacités des jeunes Maliens. Yacouba Garba Maïga, directeur national de la formation professionnelle. Cette convention marque un jalon majeur dans notre engagement commun en faveur du redémarrage des activités du centre en arrêt depuis 2019-2020. Dans le cadre de ce partenariat, le projet FEMA va soutenir les centres de formation professionnelle de Tamaoura de Kenyeba pendant 5 ans en collaboration avec le conseil régional de Kai. Geoffroy Gourolo, directeur du projet FEMA. Depuis que le projet FEMA a débuté en 2022, ce fut une grande priorité de travailler avec tous les acteurs pour pouvoir redémarrer le centre et faire que les jeunes, les communautés à Kenyeba puissent bénéficier de formations qui permettront d'améliorer leurs revenus et qui permettront d'améliorer aussi la prospérité. Drissa Guindo, secrétaire général du ministère de l'Entrepreneuriat national, de l'emploi et de la formation professionnelle. Et ce n'était pas normal que ce centre soit fermé tout ce temps. Madame le ministre a donné des instructions dans le sens de la dynamisation de ce centre. C'est ainsi qu'avec le soutien du conseil régional de Kai, avec le soutien des partenaires canadiens, ce centre va ouvrir ses portes au bénéfice des populations de Kenyeba en général. Rappelons que plusieurs filières sont enseignées au centre de formation professionnelle de Tamaoura de Kenyeba, notamment l'électricité voltaïque, la construction métallique et la restauration. Au menu de la page sport, la 9e journée du championnat national de Ligue 1 qui débute ce samedi. La CAF fixe la date limite de la soumission des listes des sélections pour la CAN Côte d'Ivoire 2023 au plus tard le 3 janvier 2024. La synthèse de l'actualité sportive porte la signature de Famou Djourté. 4 matchs sont au programme ce samedi au compte de la 9e journée du championnat national de Ligue 1. Le 3e au classement, l'US Bougouba, 14 points, joue contre l'ASCO qui est 6e avec 11 points. Ce sera sur le terrain du stade Malais de Bamako. L'AS Blassar de Badalabou, bon dernier avec seulement 3 unités et qui reste sur 5 défaites consécutives, sera face au 11 créateurs qui a 10 points. Ce match se joue sur la pelouse du Djoluba AC. Le club olympique de Bamako croise le fer avec le stade malien de Bamako qui n'a pas joué un match de championnat depuis la 3e journée en raison de sa participation à la Coupe CAF. Cette rencontre se joue sur le terrain de l'AS Real de Bamako. Le dernier match du jour verra l'AS Bakaridian de Baraouli affronter Binga FC au stade Amari Daou de Ségou. Le reste des rencontres se joue demain dimanche. Il s'agit des matchs US Bougouni AS Police, ISFAS USC Kita, AS Real Djoluba AC et Afrique Football Elite ATS de Koro. Une rencontre initialement programmée ce samedi sur le terrain de l'ASB mais décalée à ce dimanche en raison du démarrage de la 2e division. L'ASB joue sur sa pelouse ce samedi. En parlant du début de la Ligue 2, il s'agit bien sûr de la Ligue 2 du district de Bamako, saison 2023-2024. Toutes les rencontres, 8 au total, se jouent ce samedi. Les affiches sont Africa Foot AS Lassa, AEM AS Guerrier, AS Pays-Bas Derby Academy, FC Gaussou Kingi FC, Tonnerre FC FC Diara, ASB Asie FC, FC Airfaf Yélin Olympique et LCBA CSB. La CAF annonce la date limite de la soumission des listes de la CAN 2023 pour les sélections. Une date fixée au plus tard le 3 janvier 2024, soit 10 jours avant le début de la compétition. Les 24 sélections devront présenter leur liste définitive à la CAF. Grande nouveauté pour cette édition, les sélections peuvent convoquer jusqu'à 27 joueurs au lieu de 23 comme lors des précédentes CAN. Toutefois, seuls 23 joueurs seront sélectionnables pour chaque match. En plus, à J-28 du coup d'envoi de la plus grande messe du football continental, la Confédération africaine de football a ouvert la vente des billets au guichet. Cette billetterie au comptoir permettra aux supporters, particulièrement ceux de la Côte d'Ivoire, d'acheter des billets pour le tournoi continental.
qui débutera le 13 janvier 2024. La billetterie en ligne est toujours disponible. Plus de 30 000 billets sont déjà vendus en ligne. La phase finale de la 34e CAN, c'est du 13 janvier au 11 février 2024 en Côte d'Ivoire. Coupe du monde des clubs pour terminer. Tombeur d'Auckland City, 3-0 mardi au tour précédent. Al-Ittihad et ses stars Karim Benzema, N'Golo Kanté ou encore Fabinho ont été battus par les Égyptiens d'Al-Ahly. Le club saoudien qui compte aussi le pharaon Ahmed Egazi et le lion de l'Atlas Abderrazak Hamdallah, entré à la 70e minute dans leur rang, a subi une véritable correction, 3-1. C'est le Tunisien Ali Maloul qui a ouvert le score sur penalty 21e minute avant qu'Hussein El Shaha, 59e et Esham Achour, 62e, ne viennent parachever la victoire du club égyptien où évolue notamment la star sud-africaine Percy Tau. Le club saoudien a réduit le score en fin de partie par l'intermédiaire de Karim Benzema. Al-Ahly d'Égypte affrontera Fluminense du Brésil pour une place en finale lundi prochain au stade Roi Abdallah de Jeddah. L'autre demi-finale opposera la formation d'Urawa Red Diamonds du Japon à Manchester City, le champion d'Europe en titre et actuel 4e de la Première Ligue anglaise. La finale se jouera le 22 décembre au stade Roi Abdallah, tandis que le match pour la 3e place aura lieu au stade du Prince Abdullah Al Faisal. Chronique culture et société. Il figure désormais en bonne place des programmes de développement économique et social des collectivités. Le secteur culturel, c'est de lui qu'il s'agit. La preuve, c'est la collectivité ex-région de Sikasso qui est dans une dynamique permettant de recenser les acteurs culturels du terroir. Le reste nous est raconté par Alpha Maïga et ses invités dans la chronique culture et société de ce samedi. Femme, entendez-la, femme, artiste, musicienne, entrepreneur sociale, est un projet d'Acte 7, une structure artistique au service du développement. Le projet définit tout simplement l'art et la musique comme instrument de cohésion sociale. Adama Traoré, directeur artistique, Acte 7. 1, c'est d'abord sauvegarder ce patrimoine qui va disparaître avec ces femmes-là. 2, c'est de montrer que malheureusement, beaucoup de gens vivent de la musique et qui ne sont pas repérés par les autorités au niveau du Bureau malien des droits d'auteur. La femme souvent n'apparaît pas trop dans les statistiques. Acte 7 magnifie l'intégration du genre dans les activités culturelles en présentant des femmes artistes, musiciennes, entrepreneurs sociales de l'ex-région de Sikasso. C'est pour sauvegarder leur instrument de musique en voie de disparition. À un moment donné, on a été interpellé par une d'elles qui est venue et qui a décidé de jouer enlevé de rideau avant les troupes. Et quand je lui ai demandé qu'est-ce qu'elle faisait, elle m'a dit, bon écoute, moi j'étais musicienne, mais j'ai raccroché. Et j'ai dit pourquoi? Et c'est là qu'elle m'a fait comprendre qu'avec l'arrivée des tracteurs subventionnés, la mécanisation de l'agriculture, on n'avait plus besoin d'elle pour encourager les cultivateurs dans les champs, parce qu'elle travaillait en chantant derrière les laboureurs. Ces instruments support culturels des peuples sénoufo, Mianka, Samogo, Ghana ou Peul du Wassoulou sont la plupart le Chikara, le Yabara, le Gounou. Ibrahim Bengali, professeur de musique. C'est plutôt des instruments à percussion qui jouent en chantant. On dit que le rythme est le début de tout. Le fait de marcher, ça donne un rythme. Quoi qu'on fasse, c'est sur un rythme bien ordonné. Une soixantaine d'artistes musiciennes entrepreneurs sociales sont recensés, dont les plus célèbres sont Fatmata Koulibaly de Kaboïla, Awa Doumbia du Baninko, Timono Sanogo de Kafana ou encore Mariam Goïta de Benigorusso. Ces femmes-là sont plutôt souvent des historiennes aussi, qui racontent comment la société a évolué. Et en même temps, les travaux de groupe, parce que tout se posait sur la solidarité, le groupe. Par solidarité, s'il y avait même un impotent, alors les gens se regroupaient pour aller cultiver son champ. Et durant ce temps-là, les femmes venaient pour encourager les cultivateurs. Tahafé Bengali de Mongolasso, très âgé qui joue l'instrument le sikana, rapporte qu'il arrive qu'une chanteuse soit guérie par le seul fait d'avoir joué cet instrument de musique, nous a-t-on rapporté. Ibrahim Bengali. C'est un instrument qui est vraiment des racines en réalité vraiment ancrées dans la culture sénoufo. Et là, souvent,
ça a l'impression, en jouant, d'avoir des gens possédés. Souvent, en jouant l'instrument, on sent que la personne est hors d'elle-même. C'est très rare d'avoir des hommes qui jouent. À ma connaissance, c'est un seul monsieur que j'ai connu, du nom de Zana Sanro, qui jouait l'instrument, mais qui n'était pas vraiment en parfait accord avec les femmes. Et je pense que c'est par la suite de beaucoup de choses qu'il n'a pas survécu. Adama Traoré, directeur artistique, Acte 7. Chez les Sénoufo et les Mianka, la mort, c'était une fête où elles jouaient durant toutes ces fêtes-là, parce qu'elles constituaient des morceaux panégyriques pour chanter le défunt et tout. Bon, alors avec l'islamisation, ces pratiques-là sont en train de disparaître. Les Sénoufos ont raison de caricaturer la femme ainsi. La femme est comme une gibissière. Elle est placée ni devant ni derrière. On la place au flanc. Comme quoi, le projet Femmes répare des injustices faites aux femmes et devient par la même occasion un outil de protection de la diversité culturelle. Une annonce avant de boucler cette édition, la primature en partenariat avec l'ORTM présente Malikoura Tassra 2, une émission spéciale en français et en Bamanankan dédiée à la promotion de l'action gouvernementale. Face à des journalistes de la presse publique et privée, les membres du gouvernement feront le point des activités menées, des réformes et des perspectives dans leur département. Une émission à suivre à partir du lundi 18 décembre 2023 à 18h30 pour la version Bamanankan et à 21h30 pour la version française sur ORTM 1, ORTM 2, la radio nationale et en synchronisation avec l'ensemble des stations régionales. On s'arrête là pour cette édition. À la mise en ligne, Sékou Traoré, aux manettes Alimata Ouattara. Devant ces micros, Brahma Traoré, retrouvez tout à l'heure Astan Tangara pour la lecture des avis et communiqués pour vous dire qu'il n'y aura pas aujourd'hui du journal interrégional. Merci à vous de nous avoir suivis et passez d'excellents moments de radio.